En février 1938, un magazine annonçait aux agriculteurs américains une nouvelle culture à 1 milliard de dollars. Le timing était presque cruel, parce qu'au moment où le numéro arrivait en kiosque, la loi qui avait déjà brisé cette culture était en place. L'avenir était proclamé alors que la porte était déjà fermée. L'opportunité était mise en avant alors que la machine pour la détruire était déjà lancée. Et presque personne ne comprenait ce qu'il voyait. Cette culture, c'était le chanvre, pas la caricature, pas le mot qui fait peur, pas la version plus tard enveloppée de confusion et de crainte. Je parle du chanvre industriel. Une plante agricole haute, rapide, banale dans la vie américaine, bien avant qu'on la rende suspecte. Et dans cette plante se cachait une possibilité que beaucoup ne lui associent toujours pas aujourd'hui. Le carburant. Pas dans le sens vague et moderne de la biomasse transformée en discours climatique. Quelque chose de bien plus direct. Les graines donnent de l'huile, les tiges donnent de la cellulose. Une partie de la plante mène au biodiesel, l'autre mène à l'alcool carburant. Une seule culture, plusieurs usages, cultivée en une saison, récoltée au champ plutôt qu'extraite du sol. Ce n'était pas un fantasme. Pendant un court instant, cela s'inscrivait dans une idée très américaine. La ferme ne devait pas produire que de la nourriture. Elle devait produire de la puissance industrielle. Et c'est cette version de l'histoire qui a été effacée. Si vous traversez aujourd'hui le comté de Lancaster, vous pouvez encore en apercevoir la trace, un nom, un panneau. Hempfield. La plupart passent devant sans y penser. Juste un vieux nom de Pennsylvanie poli par le temps. Mais ces noms sont des fossiles. Ils survivent longtemps après le système qui les a créés. Avant de devenir un champ de bataille culturel, le chanvre faisait simplement partie du paysage. La Pennsylvanie en produisait beaucoup. Lancaster le connaissait bien. Des moulins à eau le transformaient. Les agriculteurs le cultivaient parce qu'il servait pour les cordes, les toiles, l'huile, les tissus, le papier, et faisait partie de la vie rurale sans qu'on en fasse une idéologie. C'est important, car l'une des stratégies plus tard a été de rendre cette plante étrangère, nouvelle, dangereuse, hors de l'histoire américaine. C'était l'inverse. Dans l'Amérique des débuts, le chanvre n'était pas marginal, c'était une base. Les gouvernements coloniaux obligeaient à le cultiver. Les agriculteurs y prêtèrent attention, comme à toute culture qui avait un vrai poids économique. George Washington en cultivait. Thomas Jefferson en parlait. Dans certaines régions, le chanvre servait même de monnaie légale. Pas parce que les gens rêvaient, parce qu'une plante qui donnait fibres, huile, toile, cordes et matériaux durables n'était pas un caprice décoratif. C'était une richesse concrète qui poussait dans le sol. C'est la première chose à comprendre pour que la suite ait du sens. L'Amérique n'a pas interdit une mauvaise herbe inutile. Elle s'est coupée d'une plante qu'elle considérait précieuse depuis des générations. Et une fois qu'on voit ça, une autre pièce du puzzle apparaît. Car la question du chanvre n'a jamais été seulement le chanvre, elle concernait aussi les moteurs. Au début du XXe siècle, quand l'ère des machines choisissait encore son carburant, rien n'était encore figé. On se souvient de l'ère du pétrole comme d'une évidence, comme si le pétrole devait forcément gagner, comme si aucune autre voie n'était sérieuse. Ce n'est pas ainsi que cela se présentait. En 1900, à l'Exposition universelle de Paris, Rudolf Diesel fit tourner son moteur à l'huile d'arachide. Pas du pétrole raffiné dans un complexe industriel, une huile végétale, un carburant issu d'un champ, un carburant compréhensible par un agriculteur, un futur différent devenait possible. Diesel lui-même en voyait l'importance. Ce n'était pas un détail pour lui. Il y voyait une partie essentielle de l'avenir du moteur. La machine qui allait enfermer le monde dans le pétrole était née avec un horizon bien plus large. À l'origine, le moteur diesel n'était pas lié au puits, à la raffinerie ou au pipeline. Il appartenait encore en partie à l'agriculture. Ce détail compte plus qu'on ne le pense, car dès qu'un moteur accepte la logique du champ, une question dérangeante apparaît. Que se passe-t-il si l'agriculteur n'a plus besoin de la compagnie pétrolière ? Que se passe-t-il si l'énergie commence trop près de chez lui ? Que se passe-t-il si le champ derrière la grange rivalise avec la station du coin ? Voilà la menace cachée dans cette plante. Non pas que le chanvre pouvait remplacer toute l'économie pétrolière d'un coup. C'est trop simpliste. La vraie menace était plus subtile et plus profonde. Le chanvre appartenait à un monde où le carburant ne venait pas forcément du sous-sol d'un autre, ne passait pas par ses infrastructures et n'arrivait pas déjà mesuré, taxé, marqué et contrôlé. Il renvoyait à une mémoire perdue
et à un futur qui n'est jamais vraiment arrivé. Et dans les décennies suivant Diesel, ce futur s'est approché assez près pour inquiéter les bonnes personnes. Car quand Henry Ford, la chimurgie, l'alcool agricole et le mouvement du chanvre industriel entrent en scène, ce n'est plus une note agricole étrange, c'est une bifurcation. Henry Ford l'avait vu avant beaucoup d'autres. En 1925, il affirmait que le carburant du futur viendrait des fruits, des herbes, des déchets, de tout ce qui pouvait fermenter. Cette phrase compte car elle montre à quel point la question était ouverte dans les années 1920. Le pétrole avançait mais n'avait pas encore tout capturé. Un industriel majeur décrivait encore un futur où l'énergie venait des champs. C'est dans cet environnement que le chanvre existait, pas marginal, pas fantaisiste. Une vraie option dans un pays encore en train de choisir son modèle énergétique. Et Ford n'était pas seul. Autour de lui grandissait un mouvement au nom étrange mais lourd de conséquences, la chimurgie. L'idée était simple à comprendre et inquiétante pour certains. Pourquoi la ferme vendrait-elle seulement des matières premières pour tout racheter plus cher ensuite? Pourquoi laisser toute la valeur aux raffineries et aux usines lointaines? La chimurgie proposait un autre modèle. La ferme pouvait produire des matériaux, la ferme pouvait produire des ressources industrielles, la ferme pouvait produire du carburant. Dans ce monde, le chanvre n'était pas une culture parmi d'autres. C'était une culture qui rendait ce modèle crédible. Puis la théorie a commencé à devenir réalité. Dans les années 1930, un carburant à base d'alcool appelé agrol s'est répandu dans le Midwest. Ce n'était pas une rumeur, ce n'était pas une expérience isolée. À la fin des années 1930, des automobilistes de l'Indiana au Dakota du Sud étaient encouragés à l'utiliser dans environ 2000 stations. Ce chiffre compte, car il rend la scène réelle. Des conducteurs, des pompes, une alternative agricole qui prenait place sur la carte. Pendant un moment, la route se divisait. Une direction vers le pétrole, l'autre vers le champ. Un script plus faible crierait au complot ici. Mais la réalité est plus intéressante. Le pétrole n'avait pas besoin d'écraser chaque alternative brutalement. Il avait déjà ce que les autres n'avaient même pas. Échelle, infrastructure, dépendance. L'alcool carburant avait besoin de soutien, de temps, de politiques adaptées. Le pétrole avait déjà ses pipelines, ses raffineries, son réseau et des entreprises qui voulaient que le carburant reste un produit à acheter, jamais à produire soi-même. Quand un système concurrent est jeune, il n'a pas besoin d'être détruit parfaitement. Il suffit de le ralentir, de le ridiculiser, de l'empêcher de décoller. C'est ce qui est arrivé dans les années 1930. Les lois favorables à l'alcool ont été bloquées sous pression pétrolière. L'infrastructure a stagné, les stations ont disparu, le futur est devenu irréaliste. Et c'est là que l'histoire du chanvre se resserre, car au moment même où l'Amérique explorait cette énergie agricole, le gouvernement fédéral s'est attaqué au cannabis sous un nom que les agriculteurs n'utilisaient pas. Marijuana, ce mot n'était pas anodin, il a coupé le lien mental. Les médecins connaissaient le cannabis, les agriculteurs connaissaient le chanvre, mais marijuana pouvait sembler étranger, inquiétant, détaché de son histoire. Ce n'était pas qu'une loi, c'était aussi du langage. D'abord brouillé puis frappé. Lors du Marijuana Tax Act de 1937, une opposition claire est venue du docteur William C. Woodward de l'Association médicale américaine. Il contestait la loi et sa manière d'être imposée. C'est important car on simplifie souvent cette période. Ce n'était pas unanime, il y avait du doute. Même à l'époque, certains dénonçaient la confusion et l'excès. Mais la machine était lancée. La loi fut signée en août 1937 et appliquée en octobre. Elle n'avait pas besoin d'effacer le chanvre d'un coup, juste de rendre sa culture compliquée, risquée, et assez stigmatisée pour qu'elle ne soit plus normale. Prenez du recul. Un pays qui teste l'alcool carburant. Un mouvement pour garder la valeur dans les campagnes. Une plante polyvalente, huile, fibres, cellulose, et au milieu, une loi qui la transforme en problème. Voilà le cœur caché de l'histoire. Le chanvre n'a pas été abandonné après une comparaison honnête. Il a perdu face à un système déjà organisé et centralisé. La loi n'avait pas approuvé son inutilité. Juste à le rendre contraignant pendant que le pétrole restait simple, et la facilité est devenue une évidence. Puis vient l'ironie la plus brutale. 5 mois après la loi, Popular Mechanics célébrait le chanvre comme une culture à $1 milliard. Lisez bien cette séquence. On vantait l'avenir d'une plante déjà paralysée. L'article sonnait comme une promesse. La loi en avait fait un piège.
On montrait une porte ouverte en disant qu'elle menait à un trésor. Mais elle était déjà verrouillée. Et la plupart n'ont jamais vu les deux en même temps. La suite change encore. Car la plante n'a jamais disparu, ni la science. Des décennies plus tard, les chercheurs ont confirmé que le potentiel était réel. Et dans certains endroits, la mémoire du chanvre est revenue. Le plus étrange, c'est que la plante n'a jamais cessé d'être utile. C'est le chemin qui a disparu, des décennies après son exclusion. Les chercheurs ont mesuré ce qui n'était qu'une promesse. À l'université du Connecticut, l'huile de chanvre a été transformée en biodiesel avec un rendement d'environ 97%. Ce chiffre est essentiel. Il ne prouve pas que le chanvre aurait tout remplacé. Il prouve quelque chose de plus solide. Le potentiel était réel. Ce n'était pas un symbole vide, c'était un carburant viable. Et la biomasse aussi a été confirmée. Des travaux au Kentucky ont montré que les tiges pouvaient produire de l'éthanol. Cela ne signifie pas un paradis énergétique immédiat, mais cela montre que l'idée n'était pas absurde. Les graines donnaient de l'huile, les tiges de l'alcool. La plante portait toujours cette promesse, et les dégâts étaient devenus visibles. La perte n'était pas seulement la plante, c'était le temps perdu. Les essais jamais répétés, les réseaux jamais construits, les systèmes jamais devenus normaux. Couper une culture pendant 80 ans efface une génération entière. La légalisation rouvre la porte, mais tout reste à reconstruire. Voilà pourquoi cette histoire compte aujourd'hui. Pas parce que le chanvre est magique, mais parce qu'elle montre comment un système devient la norme. Une voie reçoit soutien, infrastructure et légitimité. L'autre reçoit blocage, stigma et oubli. Avec le temps, on ne parle plus de choix. On parle de réalité. Mais l'autre voie existe encore. Lancaster porte toujours cette mémoire. Hempfield est toujours sur les panneaux. Et aujourd'hui, le chanvre revient avec des producteurs et des entreprises qui tentent de reconstruire une industrie oubliée. Pas par nostalgie, par reconstruction. Le terrain s'en souvient. Il ne repart pas de zéro. Voilà la vraie fin de cette histoire. Une plante liée à la corde, au tissu, à l'huile, au papier. Et à la naissance industrielle du pays a été coupée, renommée, réduite à une seule image. Mais elle n'a jamais totalement disparu. Elle a été restée dans les archives, les études, les noms, les chants oubliés, et dans l'écart entre ce qui a été fait et ce qui aurait pu être. L'avenir agricole du carburant n'était pas un fantasme. C'était une route réelle, abandonnée avant que la plupart ne la voient.